Bonjour à tous, avant le début de la vidéo, je voulais vous sensibiliser à une cause qui me tient particulièrement à cœur, c'est la lutte contre la mucoviscidose. Depuis maintenant 4 ans, la communauté des passionnés de figurines répond présent et nous avons soulevé plus de 84 000 € en 2024. Cette année, nous célébrons les 60 ans de l'association Vaincre la mucoviscidose et allons donc vous solliciter en tentant de vous divertir du 24 au 30 mars sur Twitch avec des émissions en direct. Au programme, des rapports de bataille de Warhammer 40 000, de Age of Sigmar, des battles de peintres. Pour ceux qui savent pas ce que c'est quand deux personnes peignent la même figurine en un temps donné pour avoir le meilleur résultat. On retrouvera aussi des wargamers en slip, ça c'est juste pour montrer qu'on est prêt à tout, même à stream en catégorie hot tub pour la moula. On retrouvera aussi bien évidemment les tant attendues ventes aux enchères du wargame et bien sûr des surprises comme une figurine exclusive en vente pour l'occasion. Alors je lance un appel à tous les peintres qui ont envie de mettre en vente une ou plusieurs pièces pour votre travail, que vous soyez pro ou particulier, à toutes les entreprises qui ont envie de donner de l'argent déductible et gagner en visibilité sur le stream cette semaine-là, contactez-moi à sam@frenchwargamestudio.com. Et enfin, à toutes les personnes qui ont la même passion que moi ou qui ont juste envie de souiller la mucoviscidose ou quelque chose, je vous donne rendez-vous le 24 mars à 20h30 pour ensemble donner une belle image de notre communauté et surtout récolter un max de dons. Alors likez, partagez cette vidéo et ensemble finissons la mucoviscidose. C'est bon pour toi? Yes. Salut les Wargamers, il est exactement 7h13 du matin, on est lundi et je vous propose de m'accompagner toute une semaine en direct de Nottingham pour interviewer toutes les grosses personnalités qui ont fait de notre passion le hobby qu'il est devenu aujourd'hui. Ce voyage, il est réalisé dans le cadre de la traduction française de Tolkien Miniature qui verra le jour début 2025 par Arkham Asylum, donc un grand merci à eux de nous accompagner sur cette semaine. Ça a quand même été une super aventure French Wargame Studio. Bon bah les amis, début du périple, on vient d'atterrir à Birmingham et Air France a perdu nos 2 valises, donc je sais pas quoi dire par rapport à ça. On a tout, ça va des lentilles aux lunettes et surtout toutes les caméras alors que les interviews commencent cet après-midi. Ce qui est bien c'est qu'au moins on a des micros, le problème c'est qu'on n'a pas de chargeur de caméra. Mais bref, c'est le monde de l'entrepreneuriat, je sais pas où tu vas. Bon les gars, on se retrouve à peu près à 18h, c'est la fermeture de Warhammer World. On s'était retrouvés ce matin, donc à 7h au studio pour le départ de Paris. Malheureusement on a eu une journée super compliquée, comme vous avez dû le comprendre tout à l'heure. Air France a perdu nos 2 valises, donc en fait les valises avec tout le matériel informatique. On a que la petite caméra qu'on tient dans la main pour pouvoir faire le vlog. Et en plus de ça, Andy Chambers, donc qui a travaillé sur énormément d'éditions de Warhammer, bref plein de choses, a été testé positif au Covid. C'est quand même une semaine qui commence plutôt mal. Et ben justement pour surmonter le moral, on est venu faire découvrir à Eltion Warhammer World. Ouais, je suis sorti avec un petit cadeau. Oh la vache, oh, ça fait plaisir. Plus sérieusement, moi j'étais déjà venu. Alors toi, c'est la première fois que tu es à Warhammer World. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je pense que c'est vraiment un incontournable en fait en termes de visu pour tout fan de Warhammer. Alors là, j'étais vraiment en mode, je suis fan et là je viens de devenir encore plus fan pendant au moins 3 ans, la 3 années de ma vie. Ils arrivent à redorer le blason d'une figurine en plastique en fait. En gros, tu vas respecter maintenant tes pitous. Ah non mais c'est incroyable, surtout que en fait on ressent pas la peinture qu'ils ont derrière tout ça en fait. Là on voit vraiment, en fait d'habitude on se place surtout tu sais sur les photos sont pas très belles, on se dit ouais il est moins beau en vrai et en fait finalement quand tu vois la peinture, la vraie peinture de ce qu'ils ont fait, le vrai heavy metal intouchable. Incroyable. Non mais c'est incroyable. Les nuances au niveau des visages et ainsi de suite, c'est hallucinant. Et les figurines sont très mates, t'as vu? Ah oui non mais elles sont incroyables. Je sais même pas comment ils font ça avec du games en fait. C'est vraiment... Ce que je te propose, c'est qu'on va se cacher derrière le rideau et on attend qu'il ferme et on revient. On va péter une vitrine. Fin donc de cette première journée, là on va aller justement je pense boire un coup. Ça ferme à 18h le lundi, donc en fait on a visité le Bugsman mais on n'a pas pu aller boire un coup. Ouais, on a préféré se focaliser sur le musée et surtout sur les petites emplettes du lait. Un bar de nain qui ferme à 18h quand même. On va rien dire les gars, mais on va leur mettre une étoile sur Google. Et on va se préparer aussi pour demain, puisque là demain on vous réserve une grosse journée. Les amis, je vous retrouve chez French Wargame Studio pour un petit peu vous commenter cette deuxième journée. On avait tourné dans le Airbnb, mais j'étais pas trop satisfait et j'avais été mauvais. Il faut le dire, j'avais été mauvais et j'étais pas satisfait un petit peu de la captation qu'on avait justement pour vous résumer cette deuxième journée. Faut savoir que le matin, on a pu interviewer Jarvis Johnson dans les locaux de Warlord Game. On était malheureusement avec un setup un petit peu dégradé, mais l'interview sortira un petit peu plus tard dans l'année. Ça a été un véritable honneur de rencontrer ce grand monsieur. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, faut savoir que Jarvis Johnson a rejoint Game Workshop en tant qu'assistant commercial en 1982. Le fait de mêler travail et passion vont le faire devenir testeur de la V1 de
de Warhammer 40 000 et en 1986, il commence sur son temps libre à écrire des règles qui vont séduire Game Workshop et qui vont mener à la première édition de Blood Bowl. C'est quand même super rigolo de se dire qu'à cette époque-là, on était vraiment dans les premiers pas de l'entrepreneuriat et que sur son temps libre, il a développé un jeu par rapport à tout ce qu'il voyait et qu'est-ce que lui pensait pouvoir amener à cet écosystème-là, et ça a donné un jeu qui a été pour certains un des meilleurs jeux des produits de Game Workshop qui tourne encore aujourd'hui. Je reviens dans la timeline, en 1990 va donc sortir Blood Bowl, là il devient officiellement game designer pour Game Workshop, il arrête la partie commerciale et va travailler sur un petit projet puisqu'en 8 mm, à savoir Adeptus Titanicus. C'est pas la version qui est sortie il y a 2 ans, c'est tout simplement les balbutiements du projet qui va donner la vraie version de Epic 40 000. En 1992, il va prendre un petit peu les galons et travailler sur la 4e édition de Warhammer qu'on connaît sous Warhammer Fantasy Battle, la version donc Heroic Fantasy de Warhammer 40 000, et il travaillera aussi sur certaines armées. En 1993, il va passer des flèches au bolter en passant sur la 2e édition de Warhammer 40 000 et la 3e édition de Blood Bowl qui va notamment rafler le prix du jeu avec les meilleures règles incluant des figurines. Et en 1995, il va créer Necromunda avec Andy Chambers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure on vous disait, notamment quand on était à Warhammer World, qu'on devait théoriquement interviewer Andy Chambers, un des créateurs des jeux de Game Workshop, mais que malheureusement celui-ci a été covidé. Pour continuer la vie de Jarvis Johnson au sein de Game Workshop, il va continuer de faire du game design chez eux en étant aussi auteur dans le magazine White Dwarf, et on lui doit accessoirement la V1 de Warhammer Age of Sigmar et Blackstone Fortress qui sortira en 2018, pour enfin prendre sa retraite en continuant de travailler notamment sur la V3 de Warhammer Age of Sigmar jusqu'en 2021. Dans l'interview, on a énormément parlé des qualités qu'il faut pour être un game designer, la nécessité ou pas d'équilibrer un jeu et surtout sa perception des critiques qu'avait subi la version 1 de Warhammer Age of Sigmar et comment est-ce qu'il a vécu en interne pour Game Workshop. Vous l'aurez compris, c'était donc une matinée de grands malades, remplie d'émotions, avec énormément d'anecdotes, énormément aussi de clins d'œil à notre passé, à nous, passionné de savoir qu'en fait, alors que nous on était tout enfants et qu'on découvrait cet univers, ces univers d'ailleurs de Game Workshop, et que c'était notamment lui derrière, ça laissait présager que le reste de la journée allait être complètement dingue. Derrière, on a pu accueillir Rick Presley. J'ai une anecdote de malade par rapport à ça. Faut savoir que Rick Presley, moi je ne le connaissais pas cet homme-là, enfin je le connaissais bien évidemment de nom, mais physiquement j'avais juste vu sa photo sur Wikipédia, donc on était sur une personne qui était chauve avec un petit bouc, et c'est rigolo parce que alors que vous imaginez on enchaîne les interviews, on est un petit peu en stress parce qu'on a tourné la première avec peu d'appareils photo, un iPhone et ainsi de suite, à un moment je me lève et je vois à la fenêtre qu'en fait il est en train d'arriver. Et donc je commence à stresser, on finit vite l'interview avec Jarvis, et au moment où je descends pour faire une pause, je le croise justement dans une espèce de salle avec d'autres personnes en train de discuter. Et là j'arrive et je dis à cet homme que je suis archi fan de son travail, je le remercie aussi pour le temps qu'il va nous consacrer à l'interview, et là je me retourne et je vois Mathieu et Léonard qui commencent à se marrer et qui me font c'est pas lui. Et là, j'ai toutes les personnes qui étaient en train de boire un café avec lui, qui me regardent et qui classent toutes de rire. Et bon, j'ai eu l'air un peu con. Et derrière, le vrai arrive. Et là, c'était impressionnant. En tout cas, Rick Presley, faut savoir qu'il a rejoint Game Workshop quasi au tout début avec Brian Ansell, dont on avait entendu parler dans le livre d'Iceman, quand on avait interviewé Ian Livingstone, le cofondateur de Game Workshop. Ils ont conçu ensemble la V1 de Warhammer Battle ainsi que la V1 de Warhammer 40 000. On est clairement sur le papa de Warhammer. Pas de l'univers et de la propriété intellectuelle comme on le connaît aujourd'hui avec l'univers étendu, mais sur le jeu et donc sur le game design. Et c'est d'ailleurs assez rigolo puisque au moment où ils imaginent Warhammer 40 000, l'univers n'existe pas, les factions n'existent pas, et la limite qu'ils ont sur un univers qui n'existe pas est aussi appuyée par les limites technique, puisque les moules coûtent excessivement cher, ce sont des figurines qui vont être monoposes, et c'est là qu'ils ont l'idée de faire des chapitres Space Marine avec d'un côté des loyalistes, de l'autre des renégats, c'est que c'est la même figurine et que c'est seulement la peinture qui va changer. Pour revenir dans sa vie, en 1995, il va aussi de nouveau travailler avec Jarvis Johnson, que je vous ai présenté juste avant sur Necromunda. En 2000, il co-signe le jeu Warmaster avec Alessio Cavator, qu'on a interviewé juste après. C'est juste la personne qui a créé le jeu du Seigneur des Anneaux, et qu'il va décider de quitter Game Workshop pour participer à la création de l'éditeur qu'on connaît sous le nom de Warlord Game. Et là, ça va sans doute moins parler aux joueurs qu'on est de Game Workshop, mais il a notamment travaillé sur un jeu qui s'appelle Black Powder en 2009. Il a travaillé dans un sous-département de Game Workshop qui travaille sur des jeux historiques qu'il a pu prendre avec lui
chez Warlord Game. Et juste petite anecdote, Black Powder c'est aujourd'hui un des jeux historiques les plus joués au monde. Et on termine la liste avec notamment en 2012 le fait qu'il a travaillé de nouveau avec Alessio Cavator sur Bolt Action. Là je peux vous dire que entre Mathieu, Léonard et moi, on est vraiment tombé sous le charme du bonhomme. Faut savoir que en plein milieu de l'interview, on a enfin été livré des bagages d'Air France qui avaient été perdus la veille, et donc il nous a autorisé et il nous a donné beaucoup de temps pour qu'on puisse refaire l'interview dans des meilleures conditions. Encore une fois, les interviews sortiront plus tard dans l'année une fois qu'on aura trouvé des solutions pour les traduire de façon qualitative, mais ça a été vraiment un truc de grand malade que de rencontrer le père de Warhammer et de Warhammer 40 000. On a eu énormément d'anecdotes, notamment pourquoi est-ce que les Dark Angels sont verts. Ouais. On va pas vous le dire. Ce qui est rigolo, c'est que la troisième personne qu'on devait interviewer ce jour-là était le seul qui travaillait encore physiquement dans les locaux de Warlord Game. C'est Alessio Cavator. Vous avez déjà entendu son nom tout à l'heure quand je vous parlais d'autres grosses licences de Game Workshop. Faut savoir que c'est en 1995, à l'âge seulement de 23 ans, qu'il va s'installer au Royaume-Uni à Nottingham pour travailler pour Game Workshop. Faut imaginer vraiment qu'on est à une autre époque, hein. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il y a surtout peut-être même pas Internet à cette époque-là. Même finalement avoir de l'argent, des cartes bleues, c'est beaucoup moins simple qu'aujourd'hui. Il faut avoir une sacrée grosse paire de baloches pour aller suivre son rêve en Angleterre, à Nottingham, pour postuler chez Game Workshop. À ce moment-là, il écrit plusieurs suppléments pour Warhammer Battle avant de diriger et de fonder le projet autour du Seigneur des Anneaux. Et donc oui, on est énormément à avoir découvert le monde de la figurine avec le jeu du Seigneur des Anneaux à l'époque où celui-ci était distribué par les éditions Atlas, je crois, où toutes les semaines on avait des gobelins chez notre marchand de journaux. Et c'était lui qui avait derrière. Après ça, il va prendre énormément de galons puisque en 2004, il va être responsable de l'intégralité des règles pour les 3 systèmes de jeu, Warhammer, Warhammer 40 000 et le Seigneur des Anneaux. Et en 2006, il écrit notamment une nouvelle édition de Warhammer Battle. Ah oui, excusez-moi, je vous l'ai pas dit, en 1999, c'est aussi lui qui a derrière un jeu qui, à mon avis, va rappeler énormément de bons souvenirs à toutes les personnes de ma génération, puisque c'est à lui qu'on doit Mordheim. En 2010, il crée sa propre société Reverse Horse pour tout simplement éditer lui-même ses jeux. Faut savoir que cette société, il l'a revendue il y a que très peu de temps à Mantic Game, à qui on doit récemment Worms, qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, et aussi d'autres produits comme King of War. Jusqu'à maintenant, il a continué de travailler sur énormément de produits, des jeux de plateau, donc on va pas trop en parler. Je vais quand même préciser qu'il a travaillé avec Rick Presley, notamment sur Bolt Action et sa dernière édition, et qu'on lui doit aussi le jeu Conquest chez Parabellum. Ça a vraiment été une journée de grand malade où, mais systématiquement, on était à la fois dans une forme de Madeleine de Proust, dans une émotion ultra profonde. On a des humains qui se sont livrés à nous, donc ça c'est génial puisqu'on avait une partie qui était très professionnelle, très factuelle sur les moments qu'ils ont passés chez Game Workshop, mais remplie d'anecdotes et aussi de sentiments humains sur certains moments qu'ils ont très bien vécu ou plutôt mal vécu au sein de Game Workshop ou dans leur vie professionnelle. Et c'était vraiment très enrichissant et je pense que c'est la journée qui nous a le plus réconforté sur cette semaine-là où on voulait vraiment rencontrer les visages, les humains qu'il y avait derrière les univers qu'on aime. Et ça laissait présager de très belles choses puisque le lendemain, on avait aussi une journée de malade puisqu'on était invité chez Mantic Game qui nous ont vraiment ouvert la porte en grand sur lesquels on a pu voir toute la partie, on va dire, commerciale avec leurs jeux, leur partie design, mais aussi la prod des figurines de cette usine qui finalement qu'à quelques kilomètres de Game Workshop. On se retrouve cette fois-ci avec Mathieu Saintou, l'homme qui a rendu cette aventure, ce périple de cette petite semaine possible. Déjà un grand merci à toi. Je t'en prie, c'était un plaisir. Aujourd'hui donc on était dans les locaux de Mantic Game et on a fini la journée en apothéose avec un dîner avec John Stallard qui est le fondateur de Warlord Games mais qui a aussi travaillé une quinzaine d'années chez Game Workshop, notamment en tant que directeur des sales. Bref, qu'est-ce que tu as pensé de la journée? Si on revient un petit peu sur les émotions qu'on a pu voir, on revient donc au fait d'avoir découvert aussi les locaux de Mantic. Ce qui est assez rigolo, c'est que pour nous, bébé Game Workshop, on s'imagine que c'est une petite société, pourtant elle exporte partout dans le monde et c'est intéressant aussi de voir cette différence d'échelle puisqu'ils sont qu'à quelques rues de Game Workshop. Et on découvre que déjà Game Workshop fait plein d'enfants et puis on découvre effectivement des sociétés qui proposent plein de petits jeux différents, certains inspirés. Kings of War, voilà, on sait que ça joue un peu sur la même veine, mais voilà, plein d'autres jeux sympas. On a pu voir Halo par exemple, enfin le jeu de plateau tiré du jeu vidéo avec des super figurines. On a pu voir les chaînes de production, les figurines en plomb, comment ils faisaient les moules en résine et tout ça. C'est hyper intéressant de voir le côté artisanal aussi de la chose, se rappeler que une figurine c'est long à faire, il y a des petites mains qui travaillent dans l'ombre et qui mettent ses projets à bien. Donc c'était vraiment J'aime bien ce que tu dis sur le fait que les figurines c'est long à faire. En gros, quand nous on voit une figurine, on se dit ok, on va la payer tant, mais en fait regarde par rapport au prix d'un moule, même si tu essayes de dire attends, c'est vrai qu'il y a un petit peu de com, il y a un peu de publicité, et ainsi de suite. Pour qu'un jeu arrive, il y a souvent en général minimum 18 mois de développement. Mais c'est vrai que cette masse salariale de 18 mois, il faut qu'au moment où tu vends ta figurine, elle soit rentabilisée. Ouais, c'est ça. On voit, il y a 3 à 4 personnes qui bossent sur la sculpture. Après, les mecs qui vont faire les boîtes, les mecs de l'entrepôt. Enfin, il y a toute une petite famille en fait qui se
qui se fait autour. Et en plus, bon, Mantic, ça reste une petite structure. Hein. On verra vendredi chez Warlord, mais c'est vrai qu'on voit des petites PME en fait qui s'en sortent bien. Donc c'est vraiment cool. Puis qu'est-ce qu'on redécouvre ce côté artisanal. Moi, ce qui m'a choqué, c'est à quel point en fait il est lucide aussi sur ses produits et son marché. Ouais, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que Ronnie, il a vraiment cette conception hyper intéressante de se dire, ok, on sait qu'on peut pas, on va s'attaquer aux géants. On va plutôt trouver une niche en fait qui nous correspond à nous. Donc on va essayer de faire des jeux plus rapides, des jeux peut-être moins chers, avec des positionnements différents pour essayer de trouver un autre public. Donc c'est plutôt une bonne idée, tu vois. Ça sert à rien d'essayer de s'attaquer au titan et de se casser les dents dessus, plutôt de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer avec lui ou à côté de lui plutôt que de s'attaquer en frontal. Alors en même temps, qui pourrait s'attaquer voilà, à Games Personne n'a Workshop. envie de se heurter. Voilà. Ce que j'ai trouvé super intéressant aussi, c'est encore une fois la lucidité de leur marché, de savoir qu'ils ont une base active, notamment avec des jeux comme King of War, qu'on a parlé tout à l'heure, qui a été entre guillemets un jeu en parallèle de Warhammer Battle, puisque des anciens de Game Workshop qui s'y sont mis avec des socles carrés, et de se dire qu'ils ont conscience d'avoir une base active de clients et que pour justement aller en chercher et pour la faire grossir, ils vont taper dans ce qu'on appelle le licensing. Tu as parlé d'Halo, donc en fait d'aller chercher des licences existantes pour faire venir justement des gens dans ce monde-là de la figurine. Là, il y a Worms aussi qui a été un énorme succès, et j'ai trouvé ça encore une fois vraiment intéressant, la lucidité. Et en plus, on savait que le soir, là on va aussi pouvoir en parler, on a eu la chance de dîner dans un beau restaurant en plus avec John Stallard, en fait, qui est encore une fois tu parlais justement des bébés de Game Workshop, là pour le coup qui a fondé Warlord Game, qui en plus de ça, la semaine où on est là, font plus de 10 millions de chiffres d'affaires à l'année, c'est donc le record aussi, et ça permet, comme tu le disais, de voir que même parmi ces 1% de marché, il y en a qui peuvent exister, au contraire bien exister. Alors là, avec un secteur d'activité complètement différent, on reste dans la figurine, mais spécialisé plus dans l'historique. Exactement, ouais, mais il nous a dit ça à table, hein. Hier, ils ont réussi à faire 10 millions de chiffres d'affaires, c'est la première fois de leur histoire qu'ils dépassaient ça. Il nous a dit qu'ils étaient un peu en retard, parce qu'il y a le Covid qui leur a fait très mal quand même, hein. Il nous a quand même confié qu'il y avait un tiers de ces points de vente qui avaient fermé pendant le Covid. Donc ça, on s'en rend pas très bien compte, mais c'est terrible. Ça veut dire qu'il y a un tiers des magasins qui y bossaient qui ont mis la clé sous la porte. Hein. Donc c'est quand même des points de vente qui se ferment, puis c'est des hobbies qui s'arrêtent, des passions. Mais c'est un beau succès. Enfin, 10 millions de livres sterling, on commence à parler de choses sérieuses. Puis on verra vendredi, mais je crois qu'ils ont une centaine de salariés. Enfin, c'est quand même de la belle société. Moi, ce qui m'a marqué aussi, alors là, on a eu le droit. En fait, comme on l'a eu, qu'on n'était pas en interview, on a eu aussi plein de petites anecdotes croustillantes. Et tu parlais encore une fois des enfants de Game Workshop, mais c'est hallucinant comme c'est un petit monde en fait, celui soit des game designers dans les personnes qu'on a interviewées, mais même un John Stallard qui finalement a comme ami un Rick Presley, connaît très bien les frères Perry aussi qu'on va pouvoir rencontrer demain. Où là, encore une fois, on ouvre une porte vers quelque chose de ouf. Ouais. Ouais, et puis même, tu vois, Ronnie qui travaille avec Alessio Cavatore, qui fait des key design direct chez eux. Enfin voilà, on a une sorte de petit écosystème, de petits groupes d'amis qui continuent à collaborer ensemble sur différents projets. Enfin, il y a un côté, moi ça me touche beaucoup, tu vois, d'avoir un groupe d'amis qui reste fidèle après toutes ces années et qui continuent à bosser ensemble et qui arrivent à, en plus visiblement tous à en vivre. Donc ça c'est quand même très très bien, quoi. Donc non, ce soir c'était dingue. Puis bon voilà, dîner avec une légende comme John Stallard, c'est pas rien. En plus il nous a reçus vraiment, enfin voilà, il nous a accueillis chez lui. On a vu sa salle de jeu. Ouais, voilà, la salle de jeu avec un S majuscule, tu vois, ça quand même, ça pose un peu le respect. Et puis après, voilà, on a marché à 2 minutes de chez lui, super resto, dîner très. En plus, le mec est hyper gentil. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Tu sais, j'avais vraiment envie de lui dire, je suis un homme simple, j'ai besoin d'une salle de jeu et des bières frais. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'était vraiment génial. Voilà, pour l'instant, on a quand même eu 2 journées assez incroyables. Donc, hâte d'être à demain pour aller voir les frères Perry. On va maintenant parler des projets futurs et aussi des conseils aux nouvelles générations. Quels conseils vous auriez pour quelqu'un qui veut se lancer dans la sculpture professionnellement? I would recommend also having 2 hands. That helps a lot. Pour vous, c'était il y a quelques secondes. Pour nous, c'était il y a 24 heures. On a enfin été chez les frères Perry. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont 2 sculpteurs qui ont très vite rejoint l'équipe de Game Workshop dans les années 80 et qui ont justement été chargés des commandes autour de Warhammer Battle, donc de créer cet univers fantastique. Il faut savoir que c'était avant tout des passionnés d'histoire et des passionnés de sculpture historique. Donc c'était aussi un petit peu tordre leur ADN que d'aller vers du fantastique. Mais c'est à eux qu'on doit justement cette fameuse patte autour du médiéval fantastique qui a fait le succès de Warhammer Battle. Ces petites touches historiques, ces petits détails, quand ils nous disent que les premières figurines qui sont sculptées, c'est les Bretoniens ou l'Empire. Et d'un seul coup, on comprend pourquoi les joueurs d'épée ils sont habillés comme des lance-quenets allemands. Et quand il nous dit, ouais, là, il y a Alan Meret, le patron de la propriété intellectuelle, qui passe, qui fait, c'est trop historique, rajoute-moi des crânes. Je me dis, c'est trop cool. Enfin, tu vois, t'imagines les mecs qui fait, bon, allez, je te mets des crânes pour te faire plaisir. On revient un petit peu aussi au début de la journée. Qu'est-ce que t'as pensé de l'accueil? Honnêtement, bon, on était dans un quartier plutôt cool de Nottingham, mais sans même parler vraiment de la maison. Ouais, c'est vrai, vraiment. Et surtout du bar le plus vieux d'Angleterre. Si on a pu aller boire une bière à l'heure du déjeuner et manger un burger avec eux. Bref, en fait, ce qui est ouf, c'est que cette semaine, elle a été partagée entre des interviews entre guillemets professionnelles, mais à chaque fois, on sent qu'ils étaient touchés que des Français, alors que pourtant on est tout près, justement, viennent et en tout cas
après l'âge d'or qu'ils ont pu avoir justement dans cet écosystème, s'intéressent à eux. Et donc à chaque fois on était mélangé entre des interviews professionnelles mais des livraisons vraiment émotionnelles et une connexion qui se crée. On parlait hier notamment de John Stellard qui, on va jouer une partie de Wargame avec lui ce soir en historique et une partie en plus de son staff de Warlord. Donc on mêle encore une fois le professionnel, le personnel et ils vont nous faire jouer des Français contre des Espagnols. Bref, on en reparlera, on espère demain, mais déjà c'est énorme. Et l'accueil qu'ont eu les frères Perry, excusez-moi, 2 putains de hobbits. Good morning. Non mais en fait je pense qu'ils jouent un petit peu là-dessus. Déjà il faut savoir qu'ils ont été au cast du Seigneur des Anneaux 3 puisqu'ils ont été filmés dans la scène où justement Pipin cherche Merry suite à la chute d'un Mumakil et qui sont même sculptés sur les socles au même titre qu'Alassio Cavator qui nous l'a confié et qui justement est même sculpté aussi sur le socle à côté d'eux. C'est incroyable. Donc qu'est-ce que tu as pensé de leur accueil? Ils étaient super mignons. C'est génial, on se garde devant et en fait à la fenêtre on voit les 2 petites têtes des frères Perry qui lui font on est là, on aurait dit vraiment l'arrivée à la comté. Moi j'avais envie de me mettre sur ma calèche comme ça avec ma pipe comme ça. Alors c'était incroyable. Et puis des mecs d'une simplicité. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est ce que tu disais. On retrouve ça chez John qui nous reçoit. Genre passe à la maison, on va dîner. Ok, et toutes les interviews de mardi, on a des gens hyper sympas qui ont une passion incroyable et qui sont hyper contents de la partager, qui sont effectivement très surpris que des gens viennent encore leur demander aujourd'hui, mais bon, c'est un peu le but de ce voyage aussi, d'aller chercher ces témoignages, comprendre la genèse aussi, exactement, voilà, et de donner vie à ça. Il faut imaginer qu'on arrive chez eux, on a un petit peu la tête dans le cul, c'est le matin, et qu'ils nous proposent un café, bien évidemment on accepte, et là d'un seul coup on voit à leur fenêtre un écureuil. Et c'est toi qui m'as C'était dingue, c'était dingue. Il a arrêté de parler, il était plus là, il était avec l'écureuil, et d'un seul coup, je crois que c'est Alan qui commence à sortir des noix, qui les met au bord de sa fenêtre, il y a des écureuils qui arrivent, et tranquille les mecs. Hein. Ouais. C'est la simplicité, c'est des hobbits, il communique avec la nature, le mec il a une sorte de familier écureuil avec lui. Non et puis c'est incroyable, puis après on s'installe dans leur salle de jeu où c'est comme un temple, les mecs ils nous disent on fait les premiers playtesting du Seigneur des Anneaux là parce que c'était le seul endroit où personne savait qu'ils habitaient. On a fleuré le gazon. On a jeté les dés sur la même piste que les premiers essais du Seigneur des Anneaux. Ils ont une armure d'Urukai. Ouais. Enfin voilà, du film, c'est du film qui sent encore l'époque, ça c'est un peu glauque. Ouais. Et d'ailleurs le tristesse c'est pas du métal. Non, effectivement, c'était tiré c'était moulé derrière, puis bon en plus on a dit on peut la cadrer, non faut pas trop la montrer parce qu'on aurait dû la ramener, mais ils ont dû oublier dans l'inventaire qu'elle est restée. Il y a prescription. Non puis c'est des mecs, ils sont géniaux. Il y en a un qui commence une phrase, l'autre la termine. Ils font preuve d'une humilité, d'une simplicité, c'est hallucinant. C'est très touchant comme personnalité, des gens très humbles en plus. On leur demande, en plus vous vous rendez compte en fait de l'impact que vous avez vu, le nombre de figurines que vous avez sculptées. Enfin, il y a le petit moment émotionnel quand il te dit vos figurines préférées. Ah bah j'aime bien le Balrog et moi je vois ta tête où tu fais. C'était pas bien. C'est vrai que t'as fait le Balrog, mais et puis je le vois lui touché de ta réaction parce qu'en fait il est en train de réaliser que là ça y est en direct il a le témoignage de quelqu'un pour lequel son travail a eu un impact et c'est assez ça il faut partir monsieur, on n'aime pas les Français. Il faut savoir que donc les frères Perry en fait qui normalement sont des sculpteurs à l'ancienne et là on était passé justement sur du numérique parce que c'était aussi la nouvelle école de Game Workshop et pareil plein d'anecdotes sur Smaug, c'est hallucinant en fait. Faut savoir que donc ce sont des frères jumeaux et que c'est Michael qui a fait Smaug et que c'est Alan qui a fait le socle par exemple. Et ils n'ont jamais cessé en fait que de travailler comme ça. Derrière ils ont créé ici Perry Miniature en fait qui est leur studio de création de figurines que historique, mais bref c'était génial, énormément d'anecdotes, franchement c'était vraiment fou. Ça m'a marqué le plus toi en termes d'anecdotes? Moi ça me parle quand je vois, ils se connaissent depuis qu'ils sont nés, mais ils ont une complicité incroyable, ils arrivent à bosser ensemble, ils ont monté un projet ensemble, enfin c'est hyper touchant de les voir après toutes ces années encore. Good morning. Bienvenue en Angleterre. 3,5 grammes en moyenne. Quand ils partent en Nouvelle-Zélande pour aller faire des crobards de figurines et que les mecs ça vous dit pas là on a besoin d'extras sur la scène. Bah ouais carrément, mets cette armure de urine, vas-y jette-toi par terre. Et faut savoir qu'effectivement Michael a un bras en moins. Et c'est Peter Jackson qui venait avec des seaux de sang et les mecs des effets spéciaux qui disaient arrête t'en fous partout c'est dégueulasse. Et l'autre ou Alessio qui nous raconte la veille que lui il était en train de comme ça. Je fais hyper bien. C'est dégueulasse, c'est vrai. Ensuite, en plus la journée qui a été remplie d'émotions a continué puisque là on revoit John Stallard et cette fois-ci toujours chez lui dans sa salle de jeu et il nous prépare donc une armée magnifique de je sais pas peut-être 100 figurines chacun, en tout cas dans chaque toutes 100 figurines dans chaque camp en fait une table qui vous verrez qui fait je sais pas au moins 3 mètres de long où justement il nous fait jouer il tient la caméra, toi et moi plus des gens de son staff où il arrive avec cette bonne alchimie à mêler des employés et des passionnés qui vont faire une partie de vrai wargame quoi. Ouais c'était génial, ça c'est génial, c'est salle de jeu / armurerie
Parce que là, bon, on avait vu la salle, on s'en retourne et il a une collection d'armes de la Seconde Guerre mondiale. On a un peu l'impression que démilitarisé. Ouais, heureusement, parce que ça impose un peu le respect. Non, puis en plus, il a une manière de jouer. Il vient, il annonce le scénario et il s'assoit et en fait, il nous regarde. Alors, il a un petit bidon, il pose ses mains comme ça et en fait, on a l'impression qu'il regardait la télé. Il voyait son équipe en train de jouer, qui raconte une histoire avec les batailles, etc. Et puis à la fin, il se lève, il fait alors, je vois que le flanc gauche, là, les Français s'en sortent pas mal. Au centre, c'est enfoncé, à droite, ceci. Messieurs les généraux, racontez-moi la bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à la fin, comme un grand seigneur, il attribue la victoire à l'un, à l'autre des camps. Et après, il renvoie tout le monde se coucher chez eux. Enfin, nous, on est arrivé vers 17h30. À 18h, tout le monde était là. Et à 21h, la partie était finie, quoi. Ouais, et pour le coup, je peux vous dire que c'était rigolo. Parce qu'au moment où, par exemple, les pizzas arrivent, on pourrait se dire, attends, il y a serviette et tout. Que dalle, hein. C'était les cartons des boîtes de pizza et ils nous les tendent en disant, this is your plate. Ouais, on a l'impression qu'on avait 14 ans. Mais en fait, c'est comme ça qu'on jouait quand on avait 14 ans. En fait, avec une belle table, on a mis des beaux décors, on a des super figurines, on a des potes. On partage quelques bières, on rigole, on se chambre d'un côté à l'autre du champ de bataille. On mange des pizzas. C'est peut-être le message le plus important, c'est cette piqûre de rappel avec qu'est-ce que c'est notre hobby. Et c'est pas le compétitif, c'est même pas le jeu dur finalement. C'est juste tu t'en remets au dé et au pire tu en rigoles. Ouais, et puis c'est une belle histoire. Raconter une belle histoire, un petit fait d'armes dont on se souviendra parce que c'était rigolo le moment de la charge à réussir, où elle a raté, où il s'est passé tel ou tel événement. Enfin, Léonard qui a pas raté beaucoup de jets de dés, mais bon, au premier tour, quand toute sa cavalerie quitte du champ de bataille, tout le monde se barre et les Anglais ils font ouais, mais en fait on est en Espagne, donc là à tous les coups les Français ils cherchaient du pinard. Oui, il rate un test de morale. Ouais, bien sûr. Il y a une unité de cavalerie qui avance. Et je me dis, on a des fois effectivement quand on stream du compétitif comme tu as fait la WTC, où on est dans le dur, on est dans la stat, on est dans la proba, on est dans le pairing. Des fois, je trouve qu'on peut s'éloigner, on peut perdre ce côté pizza bière quoi. Ouais. Pizza bière, mets-toi avec tes potes, passe une super soirée, raconte une histoire. Tout le monde se partait en souriant, tout le monde s'est serré la main. On se voit, on se voit demain. Donc il nous dit tout ça demain. Trop cool de vous avoir vu. Les amis, comme vous pouvez le voir, on est vendredi matin. C'est la journée qu'on va passer chez Warlord Game. On est à Lenton, qui est connu notamment pour héberger Game Workshop, et ça nous permet de vous montrer tout simplement que dans ce coin-là, il y a beaucoup d'éditeurs de jeux. Puisque un peu plus loin, on a aussi Mantic où on a passé une journée et ils ont eu la gentillesse de nous accueillir pour nous montrer aussi le process de production d'une figurine, de sa création, sa production et aussi justement sa distribution. C'était nul. C'était à chier. Je suis pas du matin, tout le monde je suis pas du matin. Bon, on clôture cette semaine avec cette journée chez Warlord Game. Alors je sais pas si c'était prévu ou le fait qu'on ait passé aussi du temps humain à jeter des dés et à boire des bières avec John, il nous a ouvert les portes de Warlord Game en grand. Ah ouais, là on a eu droit au tour complet. Et puis en plus ils ont mis à disposition chaque responsable de poste, les sculpteurs qu'on verra, qui est un Polonais qui travaille chez eux depuis 11 ans. On a eu droit à tout le moulage métal, la résine Siocast, la résine Warlord. Plein de choses impressionnantes déjà. On est à peine à 300 mètres de Game Workshop et ils ont un entrepôt qui est énorme pour le coup là. Et il y a à la fois une boutique, un musée et derrière il y a toute la partie warehouse. Donc en fait avec, comme tu l'as dit, la ligne de prod et ainsi de suite. Moi la première chose qui m'a marqué, c'est leur nouvelle technologie de résine. Et en fait en gros c'est les premiers au monde à avoir eu cette machine là. Bon, ça a mis 4 ans à utiliser la machine, elle ne marchait pas et ils commencent seulement à pouvoir le faire. C'est un alliage de résine qui permet en fait d'utiliser de la résine un petit peu comme de l'injection plastique. Exactement, ouais. La technologie Siocast, a priori, c'est une technologie espagnole. Ils ont été les premiers à l'importer. On est sur de la vraie R&D là. Ouais, et puis là, parce que là, quand on voit la première grappe, on a encore cette petite carotte là qui est typique des tirages plastiques, alors que c'est exactement. À l'aveugle, peut-être au poids, mais en tout cas à l'aveugle. Non, mais de loin, on se serait dit tiens, c'est une grappe plastique, pas de problème. C'est marrant, elle le démoule d'un moule en silicone. Attends, ça c'est bizarre. Et non, c'est vraiment impressionnant parce que c'est une technologie. Moi, j'avais jamais vu ça avant. En tout cas, ce type d'injection, ce type de machine. Bon, après, quand tu nous l'expliques, effectivement, que c'est eux qui sont en train de le développer, on se dit qu'il y a une certaine logique. Mais ouais, c'est dingue. Et puis après, on a eu le responsable de la prod de résine. Ouais. L'artisanat était vraiment mis en avant aujourd'hui. On a pu manipuler les produits, on a pu faire des tests aussi avec du métal, de la résine et leur nouvelle résine aussi. Et on a aussi pu foirer des figurines. Non, franchement, c'était très sympa. Et puis les rejeter dessus dans le moule. Ouais, et c'est vrai. Et en fait, à quel point, justement, on est proche de l'artisanat. Et finalement, quand tu moules quelque chose, surtout à base de métal, s'il y a un défaut, hop, tu recycles intégralement et instantanément, ça ressort dans un moule. Ouais. Je sais pas, il y a un côté. Là, on est plus chez les Hobbits, on est chez les nains de la montagne. Tu sais, ça travaille un peu à la mode. Non, c'était dingue. Et puis on voit des gens qui ont de la compétence, des gens qui bossent depuis des décennies chez eux. Enfin, nous, on achète une boîte de plastique, on a l'impression que le mec, il a fait, il a fait clic-clic, il a fait pomper pour imprimer le fichier, boum, on a la gramme plastique. Là, on voit en fait que non, il y a énormément de travail en fait derrière. Il y a un côté artisanal, il y a du savoir-faire, il y a de la
compétences. Je pense que ça me fait prendre pas de la hauteur, mais en tout cas l'humilité en fait en tant que bébé Game Workshop, c'est-à-dire jouer principalement avec des produits Game Workshop et ainsi de suite. C'est un monde qui a aussi une autre industrie derrière qu'on pensait un petit peu en perte de vitesse, celle de l'historique. Alors là, on parle bien évidemment de Bolt Action, Black Powder, qui est un des leaders en fait de l'historique. Mais en fait, il y a des gens qui vivent de ça derrière, et c'est beau. C'est des artisans, c'est des passionnés, c'est des gens qui se soucient du contrôle qualité à une échelle qu'on n'imaginait pas en fait. On pense pas en 2024. On a l'impression que on a des voitures volantes et qu'on va aller sur la lune et que tu vois, on veut tous piloter un Thunderhawk. On va revenir sur ça. On va revenir au Thunderhawk, les gars, le Thunderhawk. Comment tu peux oublier? Il y a 29 kilos de Thunderhawk. Attends, quand il me parle pendant toute l'interview, je l'écoutais pas, je regardais la boîte. Tu vois, il y a des petits angles dans les coins carrés. Une boîte, les gars, en métal très petite. Je m'attendais à ça. Parce qu'en fait, on savait, enfin en tout cas, je savais que les premiers Thunderhawk étaient en full métal, qu'ils avaient été livrés justement dans des boîtes en bois, puisqu'à l'époque, il y avait un vrai certificat et tout. Tout à fait. Vous allez voir les images, c'est un truc de ouf. Je m'attendais pas à ce que ça soit petit comme ça. Et c'est vrai que c'est du plomb en fait. On a oublié que le plomb, c'est une échelle quand même plus petite. Bien sûr. Et là, il sort non pas une figurine issue de la première génération des Thunderhawk. Il sort le premier tirage du Thunderhawk. Donc la figurine qui est numérotée, elle est numérotée 40 001. Stylé en plus d'avoir 40 001 gravé sur la boîte. Et c'est incroyable. Puis quand John nous raconte que le sculpteur, personne n'y croyait, personne voulait faire des filles comme ça. Et le mec, il va le développer pendant 1 an sur son temps libre. 1 an, mais vous vous rendez compte du temps, quoi. On revient à ça, si tu veux. C'est exactement comme Rick nous parlait du fait de développer des jeux et ainsi de suite. À l'époque, il n'y avait tellement pas de croyance envers ça qu'il fallait aussi justement mériter son salaire. Et donc, il fallait produire quelque chose. Donc, ils avaient une rémunération pour quelque chose. Mais comme ce marché n'existait pas, c'était sur leur temps libre qu'ils faisaient du game design ou alors de la sculpture. Rappelle-toi, Jarvis qui te dit que sur son temps libre, on lui développait Blood Bowl, ça va, le petit jeu qu'il a fait sur son temps libre. Rick à qui on dit jamais un jeu de science-fiction ça existera, on n'y croit pas. Tu veux nous faire ton Rogue Trader, vas-y fais-le sur ton temps libre. C'est une époque qui n'existe plus maintenant. On imagine bien que maintenant chez Games Workshop, il y a des process, il y a des stats. Tu parlais de Silo dans certaines interviews. Oui, c'est une société qui a atteint une taille où maintenant on est dans la gestion de grosses structures. Bien sûr. En fait, tu vois, ça, je pense que c'est aussi important. Des fois, on a tendance à critiquer Game Workshop. 30 balles un lieutenant, c'est trop cher, c'est sûr. Mais c'est aussi les seuls qui ont réussi à emmener notre passion là où elle est aujourd'hui. Et ça, c'est aussi un appel à l'humilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter en tant que client. Mais vraiment, c'est hallucinant, quoi. Ouais, on a ça. Mais bon, après, maintenant, les prix, à chaque fois, je repense à ce que nous disait John. Toujours appliquer la règle que Brian Ansel lui disait. Est-ce que la fille, elle est cool? Est-ce qu'elle a un nom cool? Est-ce qu'elle a un gun cool? Bon, désolé, elle vaut plus cher que les autres, quoi. Donc maintenant, effectivement, je me dirais, bon, le petit lieutenant Space Pirate qui est sur une tête de tyrannide, il est pas trop cool. Bon, voilà, 5 balles parce que trop cool, merde, c'est chiant. C'est rigolo, en fait, on est plus proche de l'artisanat que d'une société capitaliste. Là, je parle de Warlord Game ou même finalement de Mantic. Alors Mantic, on sent quand même qu'il y avait une patte un petit peu plus à vouloir nous séduire pour en avoir certains produits. Warlord, ils s'en fichaient, ils étaient juste là, c'est on brut, va kiffer ensemble, quoi. C'est brut de décoffrage. Et c'est hallucinant en fait de voir que je pense que quelque chose qui en dit long, c'est quand des employés restent 30 ans dans une boîte, ou en tout cas là, en l'occurrence 17 ans dans une boîte. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils sont heureux. Que leurs gamins bossent dedans, on a vu ça. On a vu au niveau de la prod justement, au niveau du packaging, quand un père, il ressemble un peu. Son gamin, il a 16 ans, il était, ça c'est génial. C'est génial ça. Puis et là on est dans l'artisanat. En fait on a l'impression de voir de nos yeux ce qu'ils nous racontaient de Games dans les années 80-90. Tu vois, cette étape. Alors comme ils font de l'historique, je pense qu'ils exploseront jamais comme Games a explosé. Mais je pense que leur croissance peut être saine. On sent qu'en plus que John, sous ses couverts de mec un peu peinard, tu vois, quand il nous dit moi aussi, machin, objectif 2000 boutiques, etc. Il a des envies, et alors qu'il a un certain âge et tu vois, il a dit j'ai mes 17 ans à faire 10 millions, hâte de voir ce que je ferai dans 17 ans. Tu vois, le mec il te dit ça, tu fais dans 17 ans t'as 80 balais, lui à 80 balais il pousse des pitous encore. Tu vois, donc je nous souhaite ça aussi, tu vois, j'espère qu'à 80 balais on sera encore en train de le vendre ici, à pousser des pitous, toujours du sel, tu vois, Mister M il continuera à te buter tes figurines avec un one shot, hop, c'est l'Angleterre, bien évidemment il se va pleuvoir. On vous rejoint dans 2 secondes, juste sous le pont. Et d'ailleurs, toi c'est marrant parce que encore une fois déjà merci puisque tu nous as permis de vivre une semaine de ouf. Je rappelle que tout ça c'était dans le cadre, initialement c'était pas que pour kiffer, à pousser des Thunderhawk. C'était aussi tu te vois maintenant, je m'entraînais en mode Bordeaux et tout. Parce qu'en plus il te l'a dit, attention c'est lourd. Mais là on a vu un peu, on a vu les bras de Catachan qui commençaient à se tendre. On a vu la petite veine comme ça se tendre là comme ça. En tout cas, donc le fait que toi tu aies pu justement voir toutes les miniatures, que tu sois en phase de traduction avec, est-ce que dans le livre on ressent ça? Tu vois ce que je veux dire, cette fameuse passion? Ouais. En fait tu retrouves John Stallard qui lui mène les interviews de ses anciens collaborateurs, de ses anciens amis, avec Robin Hughes qui était déjà un de ses partenaires, qui lui va interviewer une partie des gens qu'on a vus. Ils ont un côté plus amical, enfin ils se connaissent mieux. Nous on a posé des questions
spécifications aussi qui étaient un peu précises, tu vois, sur certaines gammes. Et puis il y a d'autres personnes qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Mike McVeigh, on l'a pas rencontré. On avait aussi Andy Shepard, qui était covidé, donc on n'a pas pu le voir cette semaine, mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes. Et je vais dire un truc un peu glauque, mais en plus de ça, il y a quand même des personnes qu'on est en train de perdre de cette période-là. Et le fait de pouvoir immortaliser ça et peut-être de transmettre une forme de flambeau, alors nous via une vidéo ou alors via du papier, en tout cas moi je me sens chanceux de ça. Je sais pas toi, mais c'est une responsabilité quoi. C'est quelque chose que c'est ce que j'ai envie de faire en fait. On a commencé avec Daxmine déjà, on a eu la chance d'aller voir Ian Livingstone et je pense que c'est là où je me suis vraiment dit il y a un truc à d'amener justement ces témoignages. Alors Talking Miniature c'est exactement ça, c'est ce qu'on des interviews, des témoignages. Et puis j'espère qu'on en amènera d'autres ouvrages comme ça parce que il y a c'est pas anodin que ça sorti au même moment. Comme tu disais, il y a des gens qui commencent à tomber malades. Enfin, Brian Ansel, ça aurait été monstrueux de le rencontrer. Le mec a créé Asgard, puis après Citadel, puis qui a repris Games Workshop après Ian Livingstone, qui a amené à la sculpture, parce que c'était lui toute la partie sculpture, c'est lui qui avait cette vision. Tout le monde nous dit, c'est Brian. Il est décédé il y a 6 mois. Je me dis, on aurait fait ce voyage il y a 1 an. On aurait pu toucher ça. Il y a John Blanche par exemple, ça pourrait être une interview passionnante. On sait qu'il est très malade aussi. Il peut se déplacer. D'ailleurs, il a même pris sa retraite il y a 1 an, je crois. Ouais, exactement. Je pense que quand on aime ce hobby, c'est intéressant aussi de découvrir ce qu'il y a derrière. Comme tu disais à John, merci de nous avoir montré l'arrière des coulisses, tu vois, de ce qui se passe, parce que c'est quelque chose qui est peu connu. Et moi, c'est quelque chose que je trouve important à amener. Et puis je trouve qu'il y a le côté artisanal qui est hyper intéressant à montrer, de voir tous ces gens qui bossent en fait, et de se dire que chaque figurine qu'on a touchée, voilà, Wojciech, le Polonais, il a travaillé peut-être 2-3 jours dessus, et après il y a les mecs qui ont fait les pack shots, il y a tu vois, là ils nous ont montré toute la chaîne sur Bolt Action, mais on se dit putain, il y a peut-être 15, 20, 30 personnes qui ont bossé dessus. Je reviens, c'est sur une interview, c'était Andrew, le mec qui déboule. Et en fait, en gros, putain, le mec, tu sais, il se sentait encore une fois porteur du message du putain, bah déjà merci parce qu'ils m'ont donné un travail. En plus de ça, à chaque fois que je déboule, je pense à la tête de la personne qui va avoir sa figurine. Tu sais, on a encore vachement cette proximité avec, que ce soit les game designers qu'on a vu toute la semaine, qui sont justement dans Talking Miniature, et je trouve que c'est génial quoi. En fait, je pense que Games Workshop a vraiment allumé une sorte de petite passion, et que cette passion, tu peux la transposer après à d'autres, mais je pense que quand tu rentres dans le hobby, qui était le terme général de Games Workshop, tu as le hobby avec un grand H, collectionner, peindre et jouer. Alors ils le mettent pour eux, mais je pense que ça s'applique à plein d'autres trucs. Et putain, c'est fou de voir des mecs qui ont l'âge d'être nos grands-pères et qui ont encore le plaisir de se dire, des mecs ouvrent des blisters comme moi j'ai fait. Et je kiffe de savoir qu'en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, au Canada, il y a des mecs qui jouent avec mes pitous. Putain, je me dis, la passion elle est là, elle est incroyable. Mais en fait, comme nous, on l'a encore à chaque fois qu'on pousse des pitous. Et des fois, il y a un peu de sel, des fois, on rate des jets, des fois, on est un peu énervé. Mais il y a toujours un moment où on en finit un lining, on finit. Tu regardes, t'as vu ton sanguineur, enfin tu vois, même toi t'as un côté. T'as vu. Je sais que je pars bien, et après tu regardes, tu fais putain, je pars vraiment bien. Mais non, mais il y a une satisfaction. Il y a peu de hobbies qui procurent ça. Tu vois, tu peux faire du foot, gagner un match et être content. C'était Jeremy Johnson qui parlait de ça, en fait, justement, qu'avec les nouvelles technologies, peut-être aussi les nouvelles générations, on a le travers, en fait, justement, d'une satisfaction instantanée, qui est certes nous ravit de façon instantanée, mais qu'on perd de façon instantanée. Et avec ces projets de hobby, c'est des projets moyen terme, long terme, ils restent, c'est vachement important. Même John nous disait que pour lui, un peu commercialement parlant, mais on dit c'est cher, mais lui dit non, c'est le hobby le moins cher. C'est le hobby le moins cher de tous. Vous allez passer combien de dizaines d'heures à monter, à peindre, à jouer, et après à les mettre en vitrine et à juste faire. Oh, il est trop beau mon son de rock! Et tu vois, regarde la vidéo que tu fais avec ton son de rock à la main, tu parades comme un pan dans Paris. On sait que tu vois, on sait que t'as fait 8 fois le tour du pâté de maison à faire personne, vraiment, tu vois. Mais non, mais tu t'es en kiff, on se voit à ton visage, tu vois que c'est la première fois que t'as un son de rock, tu vois, à bout de bras. J'aurais voulu que tu le fasses avec le nouveau, là, celui-là, celui de John. Non, en plus, sérieusement, vraiment, merci beaucoup à toi. En fait, il faut savoir que le livre est en cours de traduction, ça veut dire qu'il arrivera même pas maintenant. Et finalement, c'est même pas de la promo, c'était aussi l'occasion de passer une semaine ensemble et de pouvoir ouvrir une fenêtre sur ce monde-là. Et merci beaucoup, parce qu'on en avait parlé sur la stratégie, quand est-ce qu'on va devoir sortir les interviews, ce vlog. Et en fait, ça sera pas du tout rentable. Je me permets de le dire. En termes de retour sur investissement, cette semaine a coûté quand même un certain volume. Et en plus, on est sur un secteur d'activité où le nombre de clients potentiels fait que c'est compliqué en fait d'atteindre justement ce point d'équilibre. Et donc merci à toi de nous avoir permis de vous faire découvrir ça sur cette semaine sans arrière-pensée réelle. On a prétexté ça aussi parce que le livre sortira début 2025. Donc on en reparlera d'ici là bien sûr. Mais en tout cas là on voulait vraiment, et c'est l'initiative de Mathieu, que d'ouvrir cette fenêtre là sur cette passion. Donc vraiment merci beaucoup à toi. Bon, c'était un plaisir. Écoute, puis merci à vous d'être venu, toi Léonard, parce que déjà on en revient. Moi je pense que c'est quelque chose que je réalise là en fait. Est-ce que tu apprécies pas plus quand tu partages avec un mec qui a la même passion que toi? Voilà, tu vois, donc check de pitou. Exactement. Et je pense que c'est un kiff aussi de partager. Voilà, tu vois, j'aurais pu amener. Et pas check de péteux. Non, pas check de péteux. Ah là là. Mais non, franchement, c'est un vrai plaisir. Et puis même, voilà, les anecdotes. Vous allez voir. Tu vois, on sait d'où ça vient maintenant, Warhammer.
Et ben franchement, les Dark Angel, les gars. les Dark Angel, vous n'êtes pas prêts. Vous aimez les Dark Angel? Le marché de la figurine, il va faire un Voilà. Vous aimez les Dark Angel? Bah maintenant vous allez acheter de la garde sanguinienne. Plus sérieusement, encore une fois, vraiment, merci beaucoup à toi. Je rappelle Mathieu, donc Arkham Asylum était aussi à l'initiative de la traduction de Diceman, qui est encore disponible, qui raconte la genèse, plus avec un œil d'entrepreneuriat, avec Ian Livingstone, la création de Game Workshop et aussi le reste de sa vie, quand après juste il s'arrête à Eidos et ainsi de suite. Et donc voilà, j'espère clairement en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci aussi à Eltion, qui nous a accompagné toute la semaine sur la partie technique. Donc vraiment merci beaucoup à l'homme de l'ombre. À toi, l'homme de l'ombre. Grave. Il a fait le Kosovo, il a fait le WTC 5 fois. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, surtout à la partager, j'imagine, pour montrer en fait que votre passion elle est internationale, elle vit et elle est aussi proche de quelque chose qu'on perd aujourd'hui, c'est ce sens de l'artisanat en fait, Exactement. du savoir-faire et de la transmission de celui-ci, que ce soit par la passion ou vraiment ce savoir-faire. Donc voilà, on vous fait à tous plein de gros bisous et on vous dit À plus les Wargamers.